Arsène Madelon ressemblait exactement à ce qu'il essayait de ne pas être, différent. À 16 ans, il mesurait à peine 1,60 m, avec une silhouette frêle qui le faisait paraître plus jeune que ses camarades. Ses cheveux noirs et épais étaient toujours parfaitement coiffés. Ses vêtements étaient repassés et classiques, et derrière des lunettes à monture métallique, ses yeux sombres portaient une intelligence qui semblait s'excuser d'exister. Quand il parlait, c'était avec la précision méticuleuse de quelqu'un dont la langue maternelle n'était pas le français. Son léger accent indien, adouci par 3 ans en France, mais toujours perceptible, le désignait comme un étranger dans les couloirs du lycée Saint-Germain. Ce que personne dans cet établissement privé prestigieux ne savait, c'est qu'Arsène Madelon était le fils de Vikram Madelon, l'un des entrepreneurs les plus riches du monde dans le domaine de la technologie. L'entreprise de son père, Madelon Industries, avait révolutionné l'informatique en nuage et l'intelligence artificielle, faisant de lui un homme valant environ 8 milliards d'euros. La famille Madelon détenait des participations majoritaires dans des dizaines d'entreprises, y compris la société d'investissement qui détenait l'hypothèque du lycée Saint-Germain lui-même. Vikram Madelon aurait pu acheter l'école cash avec ses dividendes trimestriels. Arsène savait que sa famille était à l'aise, mais ses parents l'avaient délibérément protégé de la compréhension de l'ampleur de leur fortune. Il fréquentait Saint-Germain grâce à ce qu'il pensait être une bourse partielle, vivait dans une maison modeste en banlieue plutôt que dans la résidence principale de la famille, et recevait un petit argent de poche comme n'importe quel autre adolescent. Son père conduisait une simple Renault à des réunions de parents d'élèves, portait des costumes de prêt-à-porter et se présentait comme un ingénieur informaticien de la classe moyenne. La tromperie était totale, conçue pour garantir qu'Arsène développe du caractère et de l'empathie plutôt qu'un sentiment de droit acquis. Cette construction prudente faisait d'Arsène la cible idéale pour les prédateurs qui hantèrent les couloirs de Saint-Germain. Tristan de Montaigne était l'aristocratie française, distillée sous sa forme la plus toxique. À 17 ans, il possédait le genre d'arrogance désinvolte qui découlait de 5 générations de richesses héritées et de position sociale. Sa famille fréquentait Saint-Germain depuis plus d'1 siècle et leur nom était gravé sur la moitié des bâtiments du campus. Grand, blond et athlétique, Tristan commandait le respect grâce à une combinaison de prestige familial, de charisme naturel et de cruauté soigneusement calculée. En tant que capitaine de l'équipe de rugby et président du conseil des élèves, il régnait sur la hiérarchie sociale de Saint-Germain d'une main de fer. Son cercle restreint était composé de 2 complices tout aussi privilégiés. Maxime d'Aubergenville était le fils d'un juge, doté de l'esprit juridique acéré de son père, mais affligé d'un besoin sociopathe d'humilier les autres. Svelte et prédateur, Maxime servait de stratège en chef à Tristan. Corentin le maire venait de la vieille bourgeoisie bancaire, la société de sa famille ayant financé l'industrie française pendant 3 générations. Trapu et agressif, Corentin fournissait les muscles lorsque la guerre psychologique ne suffisait pas. Ensemble, ils avaient créé un système sophistiqué de terrorisme social qui maintenait le corps étudiant de Saint-Germain en rang par la peur et l'intimidation. La première rencontre d'Arsène avec eux eut lieu au cours de sa 2e semaine à Saint-Germain. Il était assis seul à la bibliothèque pendant la pause déjeuner, travaillant sur un devoir de maths avancé, lorsque la voix de Tristan fendit le silence comme une lame. « Tiens, tiens !» dit Tristan. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Arsène leva les yeux et vit 3 silhouettes se profiler au-dessus de sa table. Le sourire de Tristan était parfaitement amical, mais ses yeux étaient effrois et calculateurs. « Excusez-moi » dit Arsène doucement, son accent s'épaississant légèrement sous l'effet du stress. « Est-ce que je suis assis à votre place ?» Le sourire de Tristan s'élargit. « Écoutez cet accent, les gars. D'où tu viens exactement ? Inde, Pakistan, Bangladesh ? Pour moi, c'est pareil. »« Inde » répondit Arsène, sentant déjà le piège se refermer. « Mumbai, à l'origine. Mais on est ici depuis 3 ans maintenant. »« Mumbai » répéta Maxime en le prononçant délibérément mal. « Comme c'est exotique. Dis-moi, est-ce que tu regrettes le curry et les... Comment vous appelez ces petites cabanes où vous vivez ?»« Bidonvilles » ajouta Corentin avec empressement. « Ça s'appelle des bidonvilles. » Arsène sentit la chaleur lui monter aux joues. « On vivait dans un bel appartement en fait. Mon père travaille dans la technologie. »« Technologie » dit Tristan, comme si le mot l'amusait. « Quel genre de technologie ? Gérer un centre d'appel ? Réparer des ordinateurs chez Boulanger ?
Les trois garçons rirent, leur voix résonnant sous les hauts plafonds de la bibliothèque. Madame Dubois, la bibliothécaire, jeta un coup d'œil depuis son bureau, mais ne fit aucun geste pour intervenir. Elle avait appris que défier les deux Montaigne était une décision qui pouvait nuire à sa carrière. « Mon père développe des logiciels », dit Arsène avec autant de dignité qu'il le pouvait. « Des applications d'intelligence artificielle. »« Intelligence artificielle », répéta Maxime d'un ton moqueur. « Eh bien, peut-être qu'il peut développer une vraie intelligence pour son fils. Quelque chose pour t'aider à mieux t'intégrer? Peut-être une application qui traduit l'haleine de Curie en français ?» À partir de ce moment, l'expérience d'Arsène à Saint-Germain devint un exercice quotidien d'humiliation calculée. Tristan l'avait identifié comme la victime parfaite, assez intelligent pour comprendre les insultes, assez isolé pour n'avoir aucun allié et assez étranger pour être considéré comme définitivement différent. Le harcèlement commença subtilement, avec des noms mal prononcés et des stéréotypes culturels déguisés en curiosité amicale. « Hé, Apu !» hurlait Tristan dans les couloirs, en référence au personnage indien des Simpsons. « Comment ça marche, ton magasin? »« Arsène, c'est ça ?» demandait Maxime pendant les discussions en classe, puis enchaînait immédiatement. « Désolé, tous ces noms indiens se ressemblent. » L'approche de Corentin était plus directe. Il laissait accidentellement tomber les livres d'Arsène de ses mains en passant devant lui, puis s'excusait abondamment avec un accent indien exagéré. « Oh, désolé, mon ami. Ma faute, oui ?» La guerre psychologique s'intensifia systématiquement au cours des mois suivants. Tristan découvrit qu'Arsène apportait de la nourriture indienne faite maison pour le déjeuner et s'assurait de commenter bruyamment l'odeur chaque fois qu'il ouvrait ses boîtes. « Putain, c'est quoi cette puanteur ?» annonçait Tristan à toute la cantine. « Il y a quelque chose qui est mort dans ta boîte à déjeuner ?»« C'est juste du curry ?» répondait Arsène doucement, le visage rouge de honte. « Juste du curry ?» ajoutait Maxime avec un dégoût théâtral. On dirait que quelqu'un a chié dans un magasin d'épices. Ils commencèrent à chronométrer leur harcèlement pour maximiser l'humiliation publique. Pendant les annonces du matin, lorsque toute l'école était rassemblée dans l'auditorium, Tristan s'assurait de s'asseoir derrière Arsène et de fournir des commentaires continus sur son apparence. « Regardez ses cheveux », murmurait Tristan, juste assez fort pour que les élèves autour entendent. C'est tellement gras qu'on pourrait y faire frire des samoussas. Et ses lunettes, ajoutait Corentin. Il ressemble à un pompiste. Merci. Au revoir. La moquerie se répandit comme un virus dans le corps étudiant de Saint-Germain. Les élèves qui n'avaient jamais parlé à Arsène commencèrent à répéter les blagues de Tristan, créant une culture où le racisme ordinaire était non seulement acceptable, mais récompensé par l'approbation sociale. Les enseignants qui étaient témoins du harcèlement faisaient semblant de ne rien remarquer, ne voulant pas s'en prendre à des élèves dont les familles donnaient des millions à la fondation de l'école. Arsène endurait tout cela avec la même dignité tranquille que ses parents lui avaient enseignée. Il assistait aux cours, excellait sur le plan scolaire et essayait de se faire aussi invisible que possible. Mais chaque jour, alors qu'il écoutait leurs rires et sentait leur mépris, une petite voix dans son esprit lui murmurait le pouvoir qu'il pourrait exercer s'il choisissait de révéler sa véritable identité. Mon père pourrait acheter toute cette école et la transformer en parking. Il pourrait ruiner leur famille d'un coup de fil. Mais Vikram Madelon avait élevé son fils en lui enseignant que la vraie force venait du caractère et non de la richesse, que le respect devait être gagné par des actions et non hérité par droit de naissance. Sois patient, montre-leur qui tu es par tes actions, pas par ton compte en banque. Le harcèlement atteignit son apogée au cours du semestre de printemps, lorsque Tristan découvrit qu'Arsène avait été accepté à Sciences Po en admission anticipée avec une bourse d'études complète. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Saint-Germain, et la jalousie de Tristan se transforma en quelque chose qui ressemblait à une haine pathologique. « Sciences Po » ricana Tristan pendant le cours de chimie, assez fort pour que tout le monde entende. Ils ont vraiment dû baisser leurs exigences. Je suppose qu'ils ont besoin de leur quota de diversité. Discrimination positive, ajouta Maxime d'un air entendu. C'est la seule façon pour quelqu'un comme lui d'entrer dans une vraie école. Ce n'est pas juste, acquiesça Corentin. Mon père donne des tonnes d'argent à Sciences Po. Mais apparemment, être français ne suffit plus. Les 3 endroits où Arsène subissait le plus de harcèlement étaient soigneusement choisis pour un impact maximal. Dans le couloir principal entre les cours,
Tristan montait des spectacles élaborés conçus pour attirer les foules. La cantine devint un théâtre de moqueries culturelles, où Tristan fournissait des commentaires bruyants sur la nourriture, les vêtements et les manières d'Arsène. Mais c'est dans les vestiaires après le cours de sport que le harcèlement devint vraiment vicieux. « Regardez-le », annonçait Corentin alors qu'Arsène se changeait. Il est tellement maigre qu'il ressemble à un de ses enfants dans les publicités de l'UNICEF. Ses parents l'ont probablement envoyé ici pour trouver une femme française, ajoutait Maxime. Tu sais, un mariage blanc. Une stratégie indienne classique. Le point de rupture d'Arsène survint un vendredi après-midi humide d'avril. Il avait passé une semaine particulièrement difficile, avec 3 examens importants et un essai de candidature à Sciences Po à rendre lundi. Son niveau de stress était déjà élevé lorsqu'il arriva à son casier après la dernière heure de cours et trouva une foule d'élèves rassemblés autour de quelque chose sur le sol. Alors qu'il s'approchait, la foule s'écarta pour révéler une exposition élaborée que Tristan avait construite pendant la pause déjeuner. Quelqu'un avait imprimé des dizaines de photos tirées de Google Images, des enfants des rues indiens pauvres, des bidonvilles surpeuplés, des vaches sacrées errant dans des rues jonchées de déchets, et des images stéréotypées d'employés de supérettes et de chauffeurs de taxi. Les photos étaient disposées en cercle autour d'une petite structure ressemblant à un hôtel, faite de manuels scolaires, surmontée d'un panneau grossier en carton indiquant « Sanctuaire de la patrie d'Arsène ». Mais la pièce maîtresse était ce qui fit glacer le sang d'Arsène. Quelqu'un avait obtenu une copie de sa photo de famille dans son dossier d'élève et avait photoshopé les visages de ses parents sur les corps de mendiants. Son père digne, Vikram Madelon, était représenté comme un balayeur de rue. Sa mère élégante était montrée comme une femme vendant des légumes depuis une charrette. L'image était imprimée sur du papier de la taille d'une affiche et accrochée au-dessus du sanctuaire comme de l'art religieux. La foule d'élèves prenait des photos et des vidéos, riant et pointant du doigt l'exposition. Plusieurs posaient à côté, faisant des gestes de prière exagérés et des visages faussement sérieux. La scène était déjà en train d'être téléchargée sur les réseaux sociaux. Tristan se tenait au bord de la foule, les bras croisés, arborant une expression de satisfaction suprême. Lorsqu'il vit Arsène approcher, son sourire s'élargit en quelque chose de vraiment cruel. « Hé, tout le monde !» annonça Tristan à voix haute. « L'invité d'honneur est arrivé. Que pensez-vous de notre petit hommage à votre héritage ?» La foule se tourna pour fixer Arsène, les téléphones toujours en train d'enregistrer, désireuse de capturer sa réaction. Il resta parfaitement immobile, regardant l'image défigurée de ses parents, sentant quelque chose de fondamental se briser dans sa poitrine. « On voulait t'aider à te sentir plus chez toi », ajouta Maxime avec une fausse sincérité. « Tu as toujours l'air si triste ici. En plus, on s'est dit que tes parents apprécieraient la publicité », contribua Corentin. « Je parie qu'ils n'ont jamais eu leur photo dans le journal à Mumbai. Maintenant, ils sont célèbres. » Les rires qui éclatèrent dans la foule furent le son le plus cruel qu'Arsène ait jamais entendu. Ce n'était pas juste des blagues.